expérimenté l'année passée et ça a fonctionné. Et je pense que c'est une façon qu'on pourra discuter là, si c'est quelque chose qui pourrait être une nouvelle façon de travailler, du moins pour commencer à impliquer des bénévoles qui ont jamais considéré le bénévolat. Bénévole d'un jour versus bénévole toujours, parce que la génération de mon âge, on a été bénévole depuis toujours. On a l'impression d'avoir été bénévole toute notre vie dans différentes sphères d'activité, mais je pense que la nouvelle génération voit ça peut-être un peu différent. Puis on pourra échanger sur vos expériences. Il y a des choses que vous avez essayées, vous aussi, puis qui pourraient contribuer à nous donner d'autres pistes de solutions, parce qu'on n'a pas certainement trouvé toutes les pistes, mais je pense qu'on a quelques pistes qui ont bien fonctionné pour nous et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce que je vise dans cette présentation aujourd'hui. D'abord, les rôles et responsabilités. Nous, de la façon que ça a commencé, je vais vous dire notre expérience qu'on a eue, c'est que on a deux jeunes à un moment donné qui sont venus me voir avec une idée, avaient beaucoup d'idées, mais voulaient créer un nouveau festival et on dit, on a toutes ces idées-là qu'on mijote dans notre tête, mais on n'a aucune idée à qui parler. On ne sait pas comment on fait ça. On, on aimerait voir un festival de musique électronique au centre-ville d'Edmundston. On a dit, OK, avez-vous d'autres gens avec vous? Êtes-vous juste toutes les deux? Pour l'instant, ils étaient juste deux. Ça fait ce qu'on a travaillé dessus beaucoup, c'est définir les besoins. Puis on a dit, OK, bien, quels sont qu'est-ce que vous voulez accomplir avec ça? Puis d'où vient cette idée-là? Un était un DJ, l'autre était une personne qui était très active, voulait faire des choses pour sa communauté, voulait laisser un legs. Ça fait qu'on a commencé par dire, OK, qui doit faire quoi? On a besoin de qui? Donc, on a identifié des rôles, on a identifié des responsabilités. Puis, ça nous a déterminé. On a dit, OK, bien, combien de bénévoles ça va nous prendre pour réaliser ça? Et là est venue l'idée de mentor. On a dit, si on trouve un mentor pour chaque responsabilité, parce qu'à ce moment-là, ces jeunes-là m'ont vraiment transmis leur passion. Quand ils m'ont parlé de leur projet, il y avait ce scintillement dans les yeux de gens passionnés qui veulent faire quelque chose pour leur communauté. Ça fait que j'ai dit, je ne peux pas laisser ça partir. Fait que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la personne au développement économique de la municipalité, puis j'ai dit, écoute, moi, j'ai deux jeunes ici qui ont un super de projet. Est-ce que ça vous tente d'entendre leur idée? Alors, on a réuni les gens de développement économique. Les jeunes sont venus leur présenter exactement la même chose qu'ils m'ont présenté à moi. Et les gens au développement économique ont dit, ouais, on aimerait supporter ces jeunes-là. Moi, je serais prêt à m'engager à travailler avec eux autres. Puis là, on a identifié, quelqu'un était plus fort au niveau de la logistique, quelqu'un était plus fort dans autre chose. Puis on a fait la liste avec eux de dire, OK, on a besoin de quoi? Puis là, on a vu le caractère distinct de nos bénévoles de ressortir. De ces jeunes-là, il y en avait un qui était plus du côté organisation, l'autre avait plein d'idées, connaissait plein de gens pour faire une belle programmation. Donc, on s'est dit, OK, bien, on a quand même des atouts. On va faire une première réunion, puis apporter avec vous au moins une personne. Donc, on part de deux. Ils sont arrivés au comité avec six. Six personnes à qui ils avaient présenté le projet. Puis ces gens-là ont dit, ouais, moi, je serais intéressé à m'impliquer là-dedans s'il y a tel élément. Donc, au fur et à mesure qu'on définissait les besoins, on voyait à travers nos bénévoles des caractères ressortir ou des spécificités, puis on disait, OK, lui, c'est un gars d'électricité, probablement qu'il sera plus du côté technique, il sera peut-être moins du côté programmation. Ça fait qu'on a commencé à voir leur caractère à travers ça, puis qu'est-ce qu'ils recherchaient aussi. Fait que c'est de là qu'on est parti. Là, on s'est dit, OK, mais il faut recruter d'autres gens, mais comment on fait ça? Bien, je pense que là, on a identifié avec eux autres un peu plus loin les besoins, dans le sens que, bon, ben, vous autres, vous voulez vous impliquer pour comment? Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, ils ont dit que d'après vous autres, ça prend combien de temps avant qu'on ait un festival qui va bien? On a dit, bien, ça va nous prendre minimum 3 ans pour établir
un festival, puis dire, OK, ce festival-là revient année après année, a une certaine structure, un certain financement. Donc, il y a des gens autour de la table qui ont dit, ouais, oui, je serais prêt à donner 3 ans. Je ne dis pas que je serai là à vie, mais ouais, je suis prêt à y donner un coup pour 3 ans. On leur a identifié le nombre de temps que ça pouvait prendre, qu'il fallait qu'ils soient sur le site les deux journées du festival. Donc, ils ont commencé à réaliser qu'il y avait comme quand même beaucoup de temps à investir là-dedans. Et là, ils ont commencé à dire, OK, mais c'est quoi que ça nous prend du côté des talents? C'est qu'on a fait avec eux autres une réflexion sur, bon, d'après vous autres, ça prend quoi? Mettons qu'on vous dit là, qu'on a l'équipement, qu'est-ce que ça prend? Puis on dit, ben là, on va avoir des besoins d'électricité. Donc là, c'était parti, c'était des gros écrans. Eux autres, dans leur tête, c'était pas... ils organisaient un festival en claquant des doigts dans le sens que là, il y avait une équipe, puis le festival, on pouvait le faire demain matin. Donc, là, on a dit, OK, mais des gros écrans, ça coûte des sous. Ils ont dit, OK, ça nous prend quelqu'un. Fait que là, on a identifié que ça prenait quelqu'un aux finances. On a identifié que ça prend quelqu'un pour s'occuper de l'aspect technique. Ça va nous prendre une programmation qu'on peut vendre. Ça va nous prendre quelqu'un qui s'occupe de la vente de billets. Fait qu'on a commencé à décortiquer les besoins de notre organisation en petites sections. Puis, on a utilisé les médias sociaux beaucoup pour faire de recrutement. Ce que nous autres, on ne connaissait pas parce que dans notre temps, on n'avait pas les médias sociaux. Donc, c'était beaucoup plus du bouche à oreille là, pour aller recruter. Moi, j'amène mon chum, puis j'en parle à un autre chum, puis là, je connais ce gars-là, je vais l'approcher. C'était un peu plus comme ça que ça se faisait. Les autres, on a vu que les médias sociaux jouaient un grand rôle dans les possibilités de recrutement. On avait quelqu'un dans le comité qui était très bon pour faire des vidéos. Donc, les jeunes se sont enregistrés. On fait des petites vidéos qu'on a partagées sur Facebook en expliquant qu'est-ce qu'était le festival, quelle date qu'on voulait faire ça, quel serait le genre d'ambiance que les autres aimeraient créer, pourquoi ils voulaient s'impliquer là-dedans, puis qui invitait d'autres gens, d'autres jeunes ou d'autres personnes à se joindre à l'équipe. On a commencé à recevoir quelques noms. De ce nom-là, on a recruté par rapport au poste qu'on avait identifié. On avait rédigé des descriptions de tâches en disant, OK, bien, si tu es aux finances, voici ce qu'il faut absolument que tu fasses. Puis, dis-nous dans ce que tu prévois ou quand tu regardes la description de poste, quelle partie tu peux faire, puis quelle partie tu penses, comment grosse devrait être ton équipe. Fait que la personne a pu identifier avec des descriptions de postes claires, a été capable d'identifier que ça va prendre quelqu'un pour les portes, ça va prendre quelqu'un à la billetterie, ça va prendre des gens. Donc, on a continué à décortiquer en plus petites tâches qu'est-ce qu'il allait avoir à faire. Puis, on est arrivé à des, quand on parle horaire, il y a deux façons, là. Horaire en termes de comment ou quand on a besoin des gens. Est-ce que si notre festival avait lieu sur 2 jours, ben, il fallait décortiquer en portions. On a besoin de quelqu'un à la porte de quelle heure à quelle heure. On va avoir besoin de quelqu'un à tel endroit de quelle heure à quelle heure. Mais on a aussi décortiqué un calendrier, comment on va arriver au festival puis être prêt. C'est qu'on a fait 2 types de calendrier. Puis on avait quelqu'un qui était plus du côté secrétariat, qui était plus organisé, je vous dirais. Et cette personne-là a pris la charge de créer et de détailler les descriptions de postes de postes de toutes les rassemblées, de créer le rôle et les responsabilités, les compétences qui étaient nécessaires pour chacun des postes. Les horaires, puis aussi le calendrier, comme si on voulait être prêt pour la programmation, pour annoncer la programmation à telle date, comment on devait fonctionner. Et chaque mentor était responsable d'une équipe. Donc, on avait une équipe technique. Donc, on avait un mentor pour l'équipe technique. L'équipe technique avait déterminé qu'il pensait qu'à 4 personnes, seraient capables de réaliser la première édition. Nous, ce qu'on a fait, on savait qu'à 4 personnes, pour avoir fait d'autres festivals, que c'était difficile. Ça fait qu'on est allé discuter avec la municipalité pour dire, est-ce que cette année, vous pouvez vous assurer qu'on ait une équipe technique de la municipalité qui viendrait supporter les bénévoles au festival. Et on a eu un oui de ce côté-là.
au moment de décoller ça, c'était pas on voulait pas mettre l'emphase juste sur la partie financière. On a surtout travaillé avec la municipalité, avec nos entreprises, avec nos groupes qu'on a approchés de dire, on bâtit une relève. On essaie de bâtir une relève de bénévoles. Et les gens ont embarqué dans ça, c'est-à-dire que ce soit la communauté d'affaires, que ce soit euh, le service des loisirs de la municipalité, le développement économique. On a eu les équipes de techniques de la voirie qui ont pris intérêt dans le dossier. Puis, c'est avec ça, ça nous donnait au moins des compétences, puis des mentors dans différentes tâches, autant avant, pendant, puis après, euh, de ce côté-là. Est-ce que ça va jusque-là? Des réactions, des commentaires? Les jeunes qui voulaient faire le festival, c'est leur première fois qu'ils n'avaient jamais fait de bénévolat aussi dans d'autres festivals là, non plus. Non, on avait un groupe là, d'une trentaine, je te dirais entre 30 et 40 ans, Oui. on a décollé avec une équipe là, vraiment qui n'a jamais fait de bénévolat. Hmm. On a fini avec une équipe de 12 pour la première année. Jamais fait de bénévolat, jamais impliqué dans l'école. C'est des jeunes qui avaient soit été présidents de comité à l'école, avaient connu certaines implications, mais clairement du côté scolaire académique. Et là, ne savaient pas comment entrer dans une nouvelle phase où ils voulaient donner du temps à leur communauté, ils voulaient créer pour différentes raisons. Tu vois, il y avait un des participants que lui voulait laisser un legs à ses enfants. Il y avait des enfants euh, eux autres avaient vécu un certain festival qui n'existe plus aujourd'hui, puis ils disaient, bien, il faut remplacer ce festival-là. Est-ce qu'on peut créer quelque chose de nouveau? L'ancien festival, nous autres, on n'y allait plus, mais on a connu les bonnes années de ce festival-là. On aimerait recréer quelque chose que la communauté aimerait, mais qu'on pourrait laisser, puis que nos enfants pourraient reprendre plus tard, puis qu'on pourrait les impliquer à un certain moment. Fait que là, on a dit, OK, il faut inclure une composante familiale dans ce festival-là, si c'est important pour vous. La majorité des gens impliqués avaient des enfants dans ces jeunes familles-là. Donc, on a dû composer aussi avec les réalités, puis eux aussi ont appris. À un moment donné, un des bénévoles nous a dit, ben, OK, là, j'ai comme de la musique, comme qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Il faut que j'aille à la réunion, il y a beaucoup de réunions. Bon, ils ont dû apprendre à composer avec ça, comme comment. Puis c'est là que les mentors pouvaient jouer un rôle aussi. Tu sais, moi, ils m'appelaient, ils disaient, OK, je ne peux pas aller à la réunion ce soir parce que je n'ai pas de gardienne, mais je peux-tu joiner par vidéoconférence? Moi, c'était la première fois que je voyais ça. On avait une personne impliquée qui était à Moncton, qui présidait les réunions. On avait des gens qui étaient chez eux parce qu'il n'y avait pas de gardienne, mais qui se branchaient, puis on avait des enfants qui couraient en arrière, mais ils étaient actifs dans les réunions. Ça fait qu'on a fait, tous les réunions ont été faites en présentiel et par Zoom. Ça fait que des fois, on avait la moitié de l'équipe en Zoom, la moitié de l'équipe en présentiel. Ça, c'était une nouvelle réalité pour moi aussi parce que je me disais, OK, on aurait 20 ans passés, tu ne pouvais pas aller à la réunion, tu manquais la réunion, mais là, il y avait toutes sortes de façons de se brancher. À un moment donné, on avait quelqu'un qui était assis dans une auto, on ne sait pas où, mais qui avait joint la réunion par intérêt de s'impliquer. Fait que c'est toutes des nouvelles réalités qu'il faut offrir maintenant à nos bénévoles, les options d'être en présentiel, d'être présents quand ils peuvent être présents, de prendre une tâche qui leur permet de... euh, il y en avait qui avaient juste des tâches, pas nécessairement avant, mais on a besoin d'eux autres pendant. Ça fait avant, ils étaient moins présents, mais ils sont devenus très présents dans les 2 jours où on était sur le terrain. On a des gens qui se sont impliqués uniquement pour le montage de tout ça, parce que les autres voulaient vivre le festival, ils voulaient l'organiser, mais rendu à l'organisation, voulaient être assis dans les bancs et regarder les spectacles. Fait qu'il y a eu, on a dû adapter différentes choses tout en
je vous dirais, en les éduquant ou en les formant aussi à dire, OK, bien, il faut quand même tenir compte de tel élément. Si tu as tout préparé et puis tu n'es plus sur le site, est-ce qu'on peut faire appel à toi pour une tâche spécifique? Mais ça fait qu'on a dû, c'est pour ça que je vous dis que les descriptions de tâches, les rôles détaillés, on a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Puis, naturellement, la technologie a joué là, un grand rôle dans l'implication de ce groupe d'âge-là, ce qui est possible maintenant qu'il était moins dans les années où moi, j'organisais des festivals. C'était pour moi tout nouveau. Puis, c'était pas toujours facile, je vais vous dire, parce que, bon, on connaît tout Zoom, là. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, on essaie de se brancher, il ne veut pas se brancher. On a eu des fois où il était juste sur le speakerphone du téléphone, mais on voyait l'intérêt quand même. Si tu prends le temps d'essayer de te brancher 2, 3 fois l'activité, c'est parce que ça t'intéresse, puis tu veux être là. Puis il y a des gens qui ont pris des vacances. C'était des jeunes professionnels aussi. On avait des gens qui travaillent à l'hôpital. On avait un actuaire qui est très fort dans les statistiques, mais moi, j'ai découvert des nouvelles fonctions que je n'avais jamais entendues non plus. Mais à un moment donné, à force de décortiquer les tâches, ces gens-là ont trouvé une place où ils pouvaient mettre à contribution leur connaissance, leur capacité. Tu sais, on avait des gens qui travaillaient à l'hôpital. Dans le temps de la pandémie, ces gens-là ont dû défaire des murs, refaire des murs. On avait quelqu'un qui était sur la planification, tu sais, qui pouvait nous faire des plans avec où sont les barricades au pouce près, puis où est-ce qu'on met tu sais, comme, avait ces connaissances-là. Puis quand ça a été le temps de faire ces plans-là, là, ils sont entrés en action, puis ont contribué à ce moment-là parce que la tâche était très bien définie, qu'on était rendu à l'étape où il fallait faire des croquis, mais ces gens-là étaient là avec leurs compétences pour le faire. Donc, je pense que c'est important de plus définir les tâches. Nous autres, quand on faisait du bénévolat, ben, on était partout. C'est nous autres qui mettaient les barricades, c'est nous autres qui débarraient les portes. S'il manquait quelqu'un aux billetteries, on y allait. Mais la première année, on a fait ça. L'année passée, on a fait ça avec une équipe de 13 personnes, puis des équipes municipales en background. Cette année, croyez-le ou non, on a utilisé les plateformes en ligne, puis on a mis l'horaire, puis on a demandé aux gens d'aller placer le nom dans les cases ou dans les fonctions qui semblaient être plus appropriées pour eux. Et on a fini avec 102 bénévoles qui ont donné 2 heures à la billetterie, qui ont donné 3 heures à l'activité familiale du samedi, qui sont venus démonter ou monter les chapiteaux très tôt le samedi matin, puis qui ont venu les démancher le soir. Mais entre les deux, ils n'étaient pas là. Ils sont allés se reposer pour revenir faire le démontage. Donc, on avait tellement décortiqué puis bien identifié tous les postes que notre personne qui avait mis ça a mis une grille, puis les gens ont dit, bon, puis finalement, on a eu des gens aussi de différents âges. On a des gens retraités qui ont venu, ils ont dit, ah, nous autres, on va s'occuper des portes. On a les chevaliers, on a impliqué différents groupes aussi euh, qui avaient des intérêts. On a embauché un jeune durant l'été, ben, lui a amené son grand-père. Son grand-père travaillait à la porte le soir que lui travaillait. Donc, on s'est ramassé avec des bénévoles de tout âge qui voulaient supporter ces jeunes-là, puis qui ont dit, ouais, ben, c'est une nouvelle façon, puis on y va juste pour 2 heures, ça fait que c'est moins demandant. Je vais aller donner mon 2 heures ou mon 3 heures, puis je vais avoir fait ma part pour cet événement-là. Donc, les plateformes en ligne nous ont beaucoup aidé, les réseaux sociaux, les plateformes de bénévolat aussi. Il y a une plateforme qui existe qu'on a placé la même horaire sur cette plateforme-là. Puis on a demandé aux gens, donne-nous 1 heure, 2 heures, 3 heures de ton temps. S'ils donnaient 4 heures, ça leur donnait un minimum de 4 heures, donnait l'entrée au spectacle du deuxième soir. S'ils donnaient du bénévolat dans la première journée, naturellement, il pouvait entrer sur le site cette journée-là, mais s'il donnait plus que 4 heures, bien, il y avait le billet pour la deuxième soirée. Il y avait aussi là, un chandail de bénévolat. On avait développé tout un kit, un petit sac que notre personne au bénévolat a préparé. Bien, elle avait été rencontrer des commerçants. Je vous donne un exemple. Shoppers Drug Mart avait donné de la crème solaire,
a donné des lip-seals, a donné toutes sortes de petits cadeaux, des échantillons. Elle a composé un sac avec ça, puis elle a remis ça à tous nos bénévoles. Tous les 102 bénévoles ont reçu un sac avec toutes sortes de petites choses qu'on n'a pas payées, que les entreprises ont volontairement données pour s'assurer que nos bénévoles soient pris soin puis se sentent importants. Tout le monde cherchait leur petit sac, puis on avait mis une gourde à eau qui nous avait été donnée par une autre compagnie. Donc, on a trouvé une façon de, de les valoriser dans ce que les autres voulaient faire. On a impliqué des réseaux. On a travaillé beaucoup aussi avec des partenaires de diffusion. On avait une radio. On a quelqu'un à la radio qui ne voulait pas s'identifier comme étant sur le comité organisateur, mais a accepté, par exemple, de former nos deux porte-paroles. Ça fait que lui, il a rencontré les deux porte-paroles avant chaque fois qu'il sortait public. Il y avait une rencontre avec lui pour préparer le message, comment il allait faire le message, qu'est-ce qu'il devait s'assurer de mentionner. Il ne fallait pas oublier commanditaire, donc comment se présenter. S'il faisait une vidéo, comment, c'est pas juste l'improvisation à l'improviste. Il y avait une préparation qui était faite, puis j'appelle ça un peu de la formation aussi, mais je pense que c'était important de faire. Puis notre radio, bien, naturellement, là, on vient d'embarquer toute la radio à faire la promotion de notre événement parce que c'est eux autres qui ont préparé nos jeunes bénévoles. Donc, là, on crée une collaboration qui d'information, puis cette information-là a été transmise sur les ondes de la radio, donc laisser connaître à la population aussi comment on travaillait, puis pourquoi on le faisait, puis ça l'invitait des gens à dire, ah ben si vous avez besoin de moi, faites-moi signe, là, j'ai aidé ces jeunes-là de telle manière. Le bouche à oreille, naturellement, a toujours été un moyen efficace de recruter des bénévoles. Mais je vous dirais que les réseaux sociaux, cette année, ça a été notre outil là, vraiment euh, qui a aidé là, à progresser de ce côté-là. L'information et la motivation. Au tout début, on a senti que ces bénévoles-là avaient des attentions particulières, entre autres, pour l'environnement. Les choses que nous autres, on prenait peut-être moins à cœur, eux autres, c'était extrêmement important de dire, bon, il faut qu'on soit le plus éco-responsable possible. Comment on peut faire ça? Là, quelqu'un dit, bien, on pourrait avoir des verres réutilisables pour la bière. On pourrait avoir, tu sais, ça nous prend des stations de recyclage, ça nous prend des stations pour de l'eau, pour que les gens puissent remplir leurs bouteilles d'eau. Fait c'est toutes des valeurs que dans les années où moi je faisais du bénévolat, ces valeurs-là étaient moins importantes. Mais plus on a expliqué des séances d'information, puis qu'on expliquait ces choses-là, de plus en plus de gens étaient intéressés par notre événement. Ah, c'est pas juste des jeunes qui veulent s'impliquer, c'est des jeunes qui veulent être éco-responsables. Ah, on a des gens avec qui ça résonnait bien, qui ont voulu s'associer à cause de cette cause-là ou de cette valeur-là. Donc, plus on en parlait, des façons de communiquer, je vous dirais que ce qui m'a surpris, c'est le Messenger, un groupe Messenger de tous nos bénévoles où on partageait régulièrement de l'information sur le groupe Messenger. Puis, on s'est aperçu que les gens suivaient vraiment le message, les gens partageaient, les gens échangeaient sur des conversations. Il y avait beaucoup de discussions qui se faisaient là, puis on pouvait même, à partir de ces discussions-là, dire, oh, il y a un point ici qui semble sensible qu'on devrait adresser à la prochaine réunion parce que ça a ressorti plusieurs fois où la discussion a été plus longue là-dessus. Et ça nous a permis de gérer, je vous dirais, nos bénévoles de façon différente, puis de gérer les motivations de nos bénévoles aussi. Certains bénévoles ont senti le besoin de s'impliquer. Il y a un moment donné, on dit, ouais, on devrait impliquer telle cause, on devrait recruter des organismes. Et c'est là que la collaboration et le support est venu aussi, la communauté. On dit, bon, ben, on est allé chercher des groupes dans les écoles qui cherchaient des levées de fonds, exemple. Fait qu'on a approché les danseurs, les groupes d'école, les comités de parents qui sont venus pour le service de bar. On a des comités, puis on leur laissait naturellement les tips, les gens qui cotisaient parce qu'ils avaient reçu un bon service.
tous ces revenus-là restaient à l'organisme. Donc, c'est devenu une levée de fonds pour l'organisme, mais ça nous a apporté un paquet de bénévoles pour des tâches très spécifiques. On a un groupe qui est venu de l'université qui voulait, eux autres, redonner à l'hôpital, exemple. On a eu des partenaires d'affaires aussi qui ont dit, ben nous autres, dans notre organisation, on accorde du temps de bénévolat à nos employés. Donc, on va demander à nos employés d'aller faire du bénévolat dans votre organisation, soit pour les portes, soit pour compter de l'argent. On a eu des gens des banques, entre autres, qui étaient là tous les soirs, qui étaient nos compteurs, qui comptaient l'argent là, dans le sous-sol pour s'assurer que tout balance et que toutes les entrées ont été comptabilisées. Fait que c'est toutes des façons qu'on est allé chercher des collaborations pour impliquer des gens à des tâches spécifiques, puis s'assurer que toutes les tâches qu'on avait à accomplir, qu'il y avait quelqu'un qui était attitré à ça. Mais on a eu beaucoup de collaboration de ce côté-là, du côté de nos partenaires d'affaires, de nos écoles environnantes, les classes de leadership qui sont venues nous supporter dans l'événement familial, entre autres. On avait deux écoles qui ont une classe de leadership. C'est quand même 20 personnes, 22 personnes qui sont venues nous assister pour l'activité familiale, qui était une kermesse. Donc, on avait de l'animation sous des chapiteaux, puis ça nous prenait 3 personnes par chapiteau. On avait une quinzaine de chapiteaux, donc c'est 45 bénévoles. Et c'est tous des groupes qui se sont présentés à nous pour cette activité-là qui durait 6 heures, mais on a travaillé avec les équipes de leadership pour, pour aller chercher cette collaboration. Naturellement, il faut mettre en avant les avantages de faire du bénévolat. On avait beaucoup travaillé avec l'acquisition de compétences, le réseautage. C'est des jeunes qui avaient entre 30 et 40 ans, donc on leur a parlé de jumelage possible avec des employeurs. On a travaillé avec des employeurs aussi pour afficher sur le site des offres d'emploi. Donc, il y avait des opportunités d'emploi, il y avait des possibilités de changer ou d'appliquer sur d'autres postes. On leur a offert aussi comment dirais ça, une valorisation par rapport à ça. Donc, on leur a dit qu'on pouvait donner des références à certains des organisateurs, qu'on pouvait les mettre en contact avec des personnes de d'autres entreprises qui recherchent des gens avec leur qualification. Donc, ça a été un peu ça le rôle comme mentor aussi, c'est de voir, bon, de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes, puis de voir après ça, y a-t-il une possibilité, si cette personne-là cherche un emploi, de la référer à quelqu'un ou de la mettre en contact avec quelqu'un. Puis on avait 5 entreprises manufacturières qui recherchaient des employés. Donc, on a fait un partenariat avec eux. Ils ont donné 10 000 2 000 chacun en échange de pouvoir afficher sur le site leurs offres d'emploi. Ça fait que ça a donné un coup d'envoi, puis de supporter ces jeunes-là. Et on a demandé à ces entreprises-là de s'engager pour 3 ans. Et ils ont accepté. Donc, on publie leurs offres d'emploi durant le festival et sur les médias sociaux aussi pour dire, bon, ben, il y a ces opportunités-là dans la région. Ça touche ce groupe de jeunes-là. Et ça, c'était une belle façon aussi d'aller chercher des nouveaux commanditaires, mais de faire aussi un acte là, par rapport à les compétences de nos bénévoles, le réseautage qui est possible à travers une collaboration bénévole, s'assurer qu'il y a des opportunités pour eux, puis qu'il y a une satisfaction personnelle là, qui ressort de leur engagement. Donc, est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? Euh, Moi, j'aurais juste un commentaire, peut-être. Oui, j'aime beaucoup le fait de pouvoir mettre aussi en avant les avantages, c'est très important. Puis surtout aussi le fait de donner soit des lettres de recommandation, surtout Absolument. d'emploi. Je pense que c'est très... parce qu'avec la nouvelle génération, surtout, là, moi, je vois deux publics cibles.
notamment les jeunes qui veulent vraiment s'insérer dans le marché du travail. Parfois, c'est Oui, difficile d'avoir cette euh, première expérience et tout, exactement. mais également vu la situation aussi socio-économique qui évolue. Donc, on voit l'immigration présentement constitue aussi c'est un fait. Donc, beaucoup d'immigrants aussi sont à la recherche de leur première expérience de travail et tout ça peut vraiment les aider. Donc, c'est excellent aussi de mentionner ça. Donc, les Oui. lettres de référence, comme, parce que les jeunes cherchent une valeur ajoutée aussi. Absolument. Puis tu soulèves un bon point du côté de l'immigration. On avait fait appel aussi à un partenariat en immigration euh, qui existe ici dans notre région et on avait invité ces gens-là, entre autres, à la kermesse familiale, de venir s'intégrer à travers cette activité-là. La première année, on a des gens qui ont participé et cette année, en 2023, on avait un groupe d'immigrants qui sont venus comme bénévoles puis qui ont animé certains chapiteaux. Et ça l'a permis vraiment de créer des liens, ça aussi. Puis comme tu dis, c'est de donner une première expérience, puis de connecter. Donc, on a utilisé beaucoup la partie du samedi familial là, pour ces connexions-là. C'est plus difficile dans le festival comme tel quand la musique est quand c'est un festival de musique, bon, les gens sont là, oui, il y a de l'échange qui se fait, mais je pense que l'activité familiale du samedi après-midi est aussi un regroupement de gens que n'importe qui peut participer. C'est gratuit, donc c'est très ouvert. Euh, Puis ça, c'est important pour les gens de nos jeunes bénévoles aussi. Nous avaient mentionné qu'il y a une activité familiale qui n'était pas dispendieuse, puis qui pouvait aller avec la famille, puis vraiment tout le monde pouvait participer. Du plus petit au plus grand, allait trouver quelque chose. Donc, on avait des jeux de petits bateaux sur l'eau, aller jusqu'à une zipline de 200 pieds pour les adolescents qui veulent vivre un autre trip ou un autre trail. Donc, ça aussi, c'est l'intégration de tous les gens, que ce soit même aussi au niveau des communautés LGBTQ+, que ce soit l'intégration des nouveaux arrivants. Ça aussi, c'est des valeurs qui étaient chères à l'équipe au départ, que j'ai oublié de mentionner, mais très bon point, Issam. C'est effectivement aussi des nouveaux bénévoles parce qu'on avait cette année des bénévoles, des immigrants qui se sont intégrés comme bénévoles et qui ont fait un super de travail puis qui ont créé des super beaux liens. Des incitatifs de reconnaissance aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, jumelage avec des employeurs, des lettres de recommandation, des certificats, un T-shirt, des repas gratuits. Il faut s'occuper de nos bénévoles. Si les bénévoles sont là toute la journée, ben, de demander un repas, puis je vous dirais qu'on n'a payé aucun repas. Aller voir des entreprises, ils nous ont dit, vous êtes combien de personnes qui ont besoin? Les entreprises embarquaient en échange d'une visibilité sur le site. On fournit des repas à tous nos bénévoles. Puis on avait une belle diversité tu sais, on avait des gens qui étaient sans gluten, on avait des gens avec toutes sortes de conditions, mais ça a été respecté. Puis ça, je pense que c'est important aussi d'avoir cette possibilité-là, les incitatifs de reconnaissance. L'autre chose qu'il faut, comme je vous dis, qui est important, c'est d'assurer une communication constante avec eux. Si un bénévole s'inscrit pour aider dans une activité, bien, il faut rester en contact avec. Le groupe Messenger, comme je vous dis, nous a permis beaucoup de faire ça. Les messages sur Facebook. Mais de communiquer aussi à la population, de les garder informés. C'est important que la communauté dans laquelle se déroule l'événement soit au courant aussi de ce qu'on essaye de faire, de ce qu'on veut bâtir, de ce qu'on veut laisser à long terme, comment ces bénévoles-là travaillent, puis pourquoi ils le font. De communiquer cette information-là à l'ensemble de la population, ça aide aussi dans l'acceptation que la rue va être fermée pendant 3 jours au centre-ville, puis que oui, il va y avoir plus de trafic, puis oui, ça va incommoder certaines choses, mais je pense que plus la communication est constante, ça a un potentiel énorme là, de créer, de ramener des gens dans le bénévolat, puis s'assurer qu'on puisse continuer à avoir des événements intéressants puis valorisants pour notre communauté. Ça fait la formation et le coaching, bien, on a fait beaucoup de coaching. L'autre chose faut que je mentionne dans le coaching, c'est que ces jeunes-là ne travaillent pas aux mêmes heures que nous autres.
Ils font pas du 9 à 5. Moi, j'avais des fois de ces bénévoles-là qui m'envoyaient des courriels très tard le soir. Puis, tu sais, un moment donné, il faut lui établir aussi, bâtir une confiance, mais leur dire, bon, ben, on va adresser cette question-là à la prochaine réunion ou je vais te répondre demain matin dès que j'arrive au bureau. J'avais, tu sais, des fois un text message qui rentre, un message texte à 11h30 le soir, mais elle venait de finir de travailler sur son chiffre, puis là, elle m'envoyait des questions pour la partie qu'elle voulait s'occuper. Donc, c'est des choses vraiment qui ont changé, mais qu'il faut s'adapter comme ancien bénévole parce que il y a une façon là, de trouver un équilibre là-dedans. Mais à la fin de tout ça, je pense qu'il faut reconnaître puis remercier ces gens-là. Puis c'est pendant, puis c'est après, la politesse, le respect, d'avoir des valeurs comme ceux-là. Je pense que ça l'amène toute cette nouvelle génération-là à vouloir s'impliquer de façon différente. Mais ça nous permet aussi comme je vous dis, de développer une nouvelle communauté de bénévoles là, à travers ces jeunes-là. Nous, c'est un peu l'approche qu'on a prise. S'il y a des gens qui ont essayé autre chose puis que ça a fonctionné, je pense que ça serait intéressant de vous entendre là-dessus, de voir si dans ce qu'on a fait, s'il y a des choses que vous pensez que vous pouvez utiliser dans votre quotidien ou dans votre cheminement pour intégrer les nouveaux bénévoles. Et je vous remercie de l'attention et d'avoir participé. Si vous avez des échanges, des choses que vous voulez nous partager ou des questions, moi, je suis ouverte à discuter avec vous. Je peux fermer même mon écran là, pour que je puisse voir tout le monde. Merci beaucoup, Joanne, pour cette session. Moi, j'ai peut-être une petite question parce que, mettons, dans une région comme dans laquelle j'habite, puis probablement dans la majorité, beaucoup de personnes vont se poser la même question, c'est, il y a déjà des festivals dans la région dans laquelle j'habite. Comment j'amène aussi des nouveaux bénévoles dans les festivals existants? Parce que ils sont déjà bien établis, puis il n'y a pas vraiment nécessairement de nouveaux festivals avec des jeunes qui veulent commencer ça, mais comment faire pour justement attirer les jeunes ou cette nouvelle génération veut ça dans les festivals existants, parce que tu as déjà les bénévoles qui sont établis, ils ont déjà une façon de faire, déjà, tout est déjà comme cadré. Fait que je me demande des fois, tu sais, Oui. comment on fait pour amener ce questionnement-là, amener peut-être c'est les questionnements auxquels vous avez fait, parce que étant donné que c'est un nouveau groupe de bénévoles, ça fait en sorte qu'on se pose ces questions-là. Absolument. Mais c'est sûr que dans les groupes déjà établis, c'est peut-être un peu la fermeture d'esprit qui fait que c'est difficile pour les jeunes d'aller s'intégrer là-dedans. Puis euh, souvent, on attend trop tard dans nos organisations pour faire ou lancer cet appel-là à des nouvelles personnes. Tu sais, on est bien établi, on se dit on n'a pas vraiment besoin, mais à un moment donné, l'épuisement arrive, puis là, il est comme un peu trop tard parce que déjà, ça commence à... Tu sais, si c'est une organisation qui a 10, 15 ans là, derrière la cravate, c'est difficile de dire, ah, on a besoin de nouveaux bénévoles. Mais à mesure que les gens s'essoufflent, là, on veut intégrer quelqu'un, mais on veut l'intégrer de la même façon qu'il était déjà intégré. Fait qu'il faut s'attendre qu'avec la nouvelle génération, il faudra penser différemment. Il faudra laisser de la place à la créativité si on veut que ces gens-là s'impliquent parce qu'ils arrivent avec une toute autre perspective. Moi, j'ai été très, très surprise. J'ai beaucoup appris de ces jeunes-là dans leur façon. Tu sais, quand ils m'ont dit, bon, on fait un groupe Messenger, ben, j'ai dit, ah ben là, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va... Moi, j'ai pas le temps là, de checker les messengers. Il a dit, ben, on va mettre nos questions là-dedans, puis là, tu pourras aller voir, puis on peut se répondre entre nous autres. Puis, fait qu'on a commencé à travailler avec ça. Puis, quand ils nous ont dit, bon, la présidente nous a dit, puis elle voulait pas qu'on l'appelle la présidente, mais quand notre leader a sorti du groupe, puis là, elle nous a dit qu'elle voulait faire des réunions par Zoom, on a dit, oh, là, comment est-ce qu'on fait une réunion d'un conseil d'administration où la moitié des gens sont en Zoom, puis la moitié des gens sont alentour de la table? Quand tu es bien établi, là, ces modes de fonctionnement-là, tu n'es pas trop ouvert des fois à aller là, mais si les organisations ne s'ouvrent pas à ces nouvelles façons de faire, je pense que ça va devenir difficile là, de recruter cette nouvelle génération-là. La technologie est importante pour eux autres. Travaillent beaucoup avec eux autres, d'embarquer sur des Zooms, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faudra qu'il y ait une ouverture d'esprit certainement de nos organisations
Sinon, il va arriver ce qui est arrivé ici, c'est-à-dire que le festival va mourir, Hmm. aura pas de nouveaux bénévoles et ce sera des nouveaux qui arriveront avec une nouvelle idée, puis qui redécolleront. Mais il faut juste s'assurer aussi qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'on les laisse s'établir d'une telle façon, puis que c'est là que le mentorat devient, on peut leur partager ce qu'on a vécu, partager qu'est-ce qui a fait que ça l'a tombé l'autre festival. Puis à toutes les fois tu sais, cette année, ils organisaient ça, je me dis, oh, il faut faire attention parce que ils ont déjà essayé ça, puis ça avait mal tourné. Ça fait que comment est-ce qu'on pourrait le faire pour que ça tourne bien à long terme? Donc, tu sais, c'est là que le mentorat a joué un rôle important. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'organisations, puis on en a rencontré qui ont dit, ben, on ne peut pas aller vous aider. On est tous fatigués de faire notre propre bénévolat pour notre organisation. On ne sait pas comment est-ce qu'on pourra aller vous aider, mais finalement, la deuxième année, on a vu ces gens-là dire, ah ben, peut-être que je pourrais comme faire juste ce parti-là ou m'impliquer juste à cette place-là pour Ah, il y a aider à Issam, changer. Issam levé sa main pour. Vas-y, Sam. Oui, ben merci pour ta question, hein. J'ai oublié le nom, désolé. Excuse, il est écrit GMS, mais mon nom c'est Lys Ange. Ok, Lisa, merci. Lys. Lise, ok, merci pour ta question, c'est tellement intéressant. Mais moi, ma question, c'est par rapport à la motivation. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez parlé d'un festival sur 3 ans. Et beaucoup de jeunes, ou même beaucoup de gens, je dirais, mais plus particulièrement les jeunes, ils aiment voir des résultats concrets. C'est-à-dire, on commence aujourd'hui et dans un mois, on fait le truc. Donc, quand ça vient à long terme, donc des projets à long terme, ça demande beaucoup de planification, beaucoup de gestion et tout, beaucoup de rencontres. Donc là, comment garder cette motivation afin que les gens puissent vraiment rester, en tout cas, engagés? Mais nous, c'est sûr qu'on commençait avec un nouveau festival. Qui à nos deux premiers euh, répondants ou intéressés, on a dit, si on s'embarque là-dedans, quand ils nous ont dit la vision qu'ils avaient, on a dit, bon, ça peut être difficile d'atteindre ça dans une année. Donc, il faut se faire un plan sur 3 ans. On ne pourra pas la première année peut-être avoir l'artiste international qui nous avait nommé. Pour des questions financières, ça peut être difficile. On leur a expliqué tout ce que ça prenait comme travail pour faire ça. Et on dit, OK, mais on va rester. On va rester jusqu'à temps qu'on réalise le rêve que moi, j'ai dans ma tête. Après la première édition, il m'a dit, un Dieu est venu me voir et il a dit, ouf, je pensais jamais que ça serait comme excitant de même. On a organisé ce festival-là en 4 mois. Donc, ça a été assez rapide, assez expéditif, je vous dirais, avec 12 personnes alentour d'une table. Donc, 6 mentors, 6 bénévoles. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'heures, beaucoup d'essoufflement même. Mais à la fin, on dit, waouh, c'est ça qu'on avait dans notre tête comme festival. À ça, Juste pour remettre les choses en perspective, la première année, il y a eu un festival, mais l'idée du 3 ans, c'est comment qu'on voit le festival en 3 ans. Est-ce que c'est ça? exact. Alors, il y a Oui, quand même eu un festival la première année, la deuxième année et la troisième année, c'est comme la vision au début de comment qu'on voyait dans 3 ans. Fait qu'il y a quand même eu un résultat dès la première année. absolument. Pour garder la motivation, mais c'est sûr qu'il fallait d'abord les amener à penser que la vision idéale du festival qu'ils voyaient était difficile à réaliser en 4 mois. Ils étaient conscients de ça aussi. Après qu'on a eu, les autres pensaient qu'on mettait une scène, on invitait les artistes, puis ils embarquaient sur la scène, ils faisaient un show, puis ils repartaient le même soir, puis c'était fini. Mais quand on a commencé à leur dire comment ça, tu sais, qu'on avait un budget de 200 000, puis ça, c'est ça que ça allait nous coûter, puis qu'il fallait trouver les sous, il fallait tout réaliser, qu'il y avait des contrats à signer, qu'il fallait mettre des dépôts, qu'il fallait. Quand ils ont commencé à voir toute cette logistique-là, ils ont dit, oh boys, là, ils ont compris, ils ont dit, OK, c'est sérieux, ça, là. Faut être sérieux, il faut être professionnel, ça représente notre région, faut que notre communauté soit fière de ce festival-là.
faut amener des éléments nouveaux à chaque année. On dit, OK, on va commencer cette année avec ça, mais l'année prochaine, il faudrait rajouter ça, il faudrait faire ça. Oui, parfait, l'année prochaine, on va faire ça, mais il faut que tu restes avec nous autres pour faire ça parce que là, on n'aura pas atteint le plein potentiel de ton activité. Mais comme là, ils voient la possibilité aussi de grandir. On a fait une deuxième année, puis on dit, oh, wow, on a encore amélioré. Puis là, ils préparent la troisième année en se disant, ah, on va encore, il y a ça à améliorer cette année. Ah, il y avait ça qui manquait cette année. Donc là, ils voient que c'est pas parfait, puis qu'il faut toujours s'améliorer. Donc là, ils commencent à le voir plus comme un engagement à long terme, puis dire, je veux réaliser ça, j'aimerais rajouter ça, je serai content quand j'aurai eu telle chose. Donc, on peut cheminer avec eux autres sur un plan un peu plus long. Dans le cas des organismes qui sont déjà établis, c'est ça, je pense, qui manque. La vision à long terme, sont habitués de le faire, ils font la même chose. C'est un peu du copier-coller d'une année à l'autre, on change les artistes, puis... mais dans le cas où on veut apporter de la nouveauté puis garder les nouveaux bénévoles actifs, je pense qu'il faut admettre la nouveauté, puis ça, c'est souvent ce qui est stagnant là, dans les organisations qui sont établies depuis longtemps. Moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'au niveau mettons, dans notre région, dans la région du Bromont, parce que je suis à Terre-Neuve, c'est que l'audience aussi demande un certain type d'artiste qui est pas nécessairement la tasse de thé des jeunes. Exact. C'est ce que je veux dire. Alors, puis même au niveau du bénévolat, c'est plutôt même les personnes qui veulent amener, ils sont généralement, c'est une certaine génération. Fait puis aussi, en termes de finances, comme aller à un festival, des trucs, il y a certaines places qui vont coûter beaucoup plus cher à se déplacer. Comme si tu te déplaces dans la région où est-ce que je suis, ça va te coûter 200-300 $ la nuit juste pour habiter, pour venir. Fait que la réalité aussi d'attirer des jeunes dans des régions où ça coûte financièrement, ces jeunes-là vont devoir nécessairement être en camping ou avoir des places pour les bénévoles. Est-ce que ça va attirer des jeunes? Fait que tout ça, ce questionnement-là, comment avoir une nouvelle génération de bénévoles, mais avec une audience qui ne veut pas nécessairement ce que les jeunes vont vouloir. Fait que il y a une difficulté Mais, aussi des fois. absolument. Puis c'est un peu là que les mentors ont joué un rôle aussi, dans le sens que les jeunes se sont occupés beaucoup plus de la soirée du vendredi soir. Les OK. mentors ont travaillé plus sur l'autre soirée parce qu'on s'est dit, bon, comment on mixe de la musique électronique, comment on présente la musique électronique comme moi, qui est dans la cinquantaine, versus eux dans la trentaine qui voient tout un autre, puis qui ont vécu d'autres festivals électroniques, puis comment c'était wow avec des lasers partout. Euh, comment je dirais ça? Moi, ça venait me chercher plus quand la musique était dans les années que moi je connaissais, les années discothèques que moi j'ai connues. Fait qu'on a dit, OK, comment on fait un mix de ça? Comment on peut amener des gens d'un autre âge à découvrir la musique électronique et à comprendre que on a vécu les années discothèques aussi, qui était de la musique, euh, c'était sur des disques, Fait que ce qu'on a fait, on a mixé les deux. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des artistes, des groupes. L'autre chose, c'était d'avoir des groupes locaux, de donner une plateforme à des groupes locaux. Ça, c'était une autre valeur que ces jeunes-là avaient de mettre en valeur ce qu'on avait ici. Donc, la deuxième soirée, c'est plus du côté de groupes locaux, de groupes de musique qui peut attirer toutes les clientèles. Mais c'est dur en une heure de tout expliquer. L'approche qu'on a prise, c'est pas facile, mais on avait identifié, on avait fait prendre conscience, on avait eu une présentation justement du Comité de développement économique de notre région qui nous avait présenté qui étaient les gens dans notre région. Il y avait quel âge, combien avaient des enfants, quel groupe d'âge était le plus... puis on a réalisé que dans notre région, c'est les 50 ans et plus qui dominent. Fait qu'on a dit, OK, mais comment on fait un festival? Comment on rentabilise un festival si on a moins de jeunes puis qu'on ne touche pas à cette catégorie-là? Donc, c'est là que j'ai trouvé l'intéressant d'intégrer le développement économique pour voir, ben on part-tu à la bonne clientèle? Et si on joue tel genre de musique, qui va venir? Est-ce que ces gens-là vont être attirés par ça ou quel message on doit donner pour que ces gens-là viennent s'intégrer à notre festival puis que ça devienne un festival pour notre communauté? Parce que dans notre communauté,
c'est ça, la moyenne d'âge est 50 ans et plus. Puis là, on avait un groupe de jeunes de 30 ans qui veulent faire de la musique électronique en plein centre-ville. Le défi était quand même grand. Puis il y a toute la question de la capacité de payer des gens. Si on regardait les salaires, quand on a eu la présentation de développement économique, la réalité du salaire des gens, puis de dire, ben, on va faire des spectacles à 100 le soir, ben, ça ne fonctionnait pas non plus parce qu'il n'y avait pas, ce bassin de population qui était prêt à payer 100 pour voir un DJ de la Californie qui vient nous faire un show sur notre scène puis qui va jouer la même musique que tu peux jouer localement. Là. Ça fait que, il y a eu plusieurs apprentissages à travers ce modèle-là. Mais c'est pas chose facile là, d'impliquer. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais je pense qu'il faut le faire pour nos régions pour s'assurer qu'il y ait un suivi à l'ensemble de nos événements parce qu'on le regarde ou non. Puis nous, d'un point de vue touristique, les événements, les festivals événements sont la raison numéro 1 pourquoi les gens voyagent. Ils veulent participer, connaître la culture, connaître ce qui se passe dans les autres régions. Et souvent, ces festivals-là ont lieu durant l'été, qui est la période la plus achalandée du côté touristique. Et il faut s'assurer que ces événements-là continuent à vivre pour justement assurer qu'on puisse attirer des gens, mais que notre communauté aussi se développe alentour de ça. Alors, merci beaucoup, Joanne, pour la présentation. Je pense que ça nous permet de se poser des bonnes questions, des bonnes réflexions sur comment aller chercher des nouveaux bénévoles dans la région aussi, mais aussi comment développer des festivals, mais des nouvelles façons de voir, que ce soit avec l'immigration, que ce soit leur première fois de bénévolat, que ce soit pour les plateformes sociales. J'ai beaucoup aimé ce segment-là aussi. Alors, il y a beaucoup d'informations très importantes qui ont été partagées. J'espère que ça va inspirer plusieurs. Puis, si vous avez des questions, Joanne, j'imagine que oui. tu vas être available. Oui, absolument. Je suis disponible. Si vous avez des questions sur comment on a fait telle ou telle chose, ça me fera plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Comme je vous dis, c'est difficile dans une heure de présenter tout ce qu'on a vécu dans ces 2 années-là, mais puis l'expérience de comment on peut partager ça ou intégrer ça dans des organisations existantes. C'est le fun d'avoir des gens du développement économique aussi parce que je pense que le développement économique et communautaire, c'est un aspect qui va être extrêmement un défi, je pense, qu'on doit adresser. Puis il faut trouver des façons de rendre ça très positif pour s'assurer que nos événements survivent. Je pense que la meilleure manière de pouvoir vraiment avoir l'expérience complète de ce que tu nous racontes, c'est d'aller au festival l'été prochain. Oui, absolument. Ça se passe la première fin de semaine d'août, donc OK, vous êtes tous bienvenus. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette session de Sandbox avec James. Je souhaite de passer une excellente journée, que ce soit pas trop d'horreur dans votre journée avec le Halloween. Faites attention sur la route. N'oubliez pas de brosser les dents. Non, excusez-moi, je pense à mes enfants. Il faut manger beaucoup de sucre pour avoir d'énergie. Ouais, c'est ça. Alors, merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.